voulais même travailler avec la contemplation d'Aristote. Il me dit, retournez-vous, jeune homme. Il me montre la porte, il me dit, depuis que vous êtes rentré, là, il y a 3 articles qui sont parus sur la contemplation chez Aristote. Donc, oubliez. Travaillez sur la biologie aristotélicienne, je suis d'accord. C'est pas mal. Les singes rient. Les chats rêvent. Les chiens sont homosexuels, souvent en tout cas. Que reste-t-il du spécifiquement humain? Les baleines se suicident, tiens, par exemple. Que reste-t-il du spécifiquement humain, Étienne Bimbenet? Moi, je pense qu'il en reste tout. Ouais. Et je pense que tout ce que nous apprend l'éthologie animale, tout ce que nous apprend de manière très spectaculaire... L'éthologie, la science des comportements animaux. Oui, depuis un siècle, disons-le comme ça. Tout ce que nous apprend la primatologie, sur les singes et les grands singes depuis une bonne 50aine d'années, là encore de manière très spectaculaire sur des comportements insoupçonnés auparavant. Concernant, on va en voir un tout à l'heure extraordinaire. Oui, concernant les chimpanzés, concernant les grands singes. Toutes ces grandes découvertes éthologiques, primatologiques, à mon avis, sont l'occasion plutôt de repenser à nouveau frais la question du propre de l'homme et de l'affiner et de la redécouvrir en quelque sorte, plutôt que de la jeter par-dessus bord. Mais parce qu'on a le sentiment d'une réduction du champ spécifique de l'humain, à mesure qu'on découvre que les animaux sont capables de compter, que les belugas parlent, enfin je veux dire, tout est possible désormais. Tout est découvert, de plus en plus de choses sont découvertes. On a le sentiment d'une réduction tendancielle de la sphère du spécifiquement humain à la faveur de tant de découvertes. Moi, je pense qu'on parvient à cette conclusion quand on raisonne d'une manière, au fond, assez métaphysique. C'est-à-dire... Anthropocentré. Non, quand on produit une forme de métaphysique à l'envers. C'est-à-dire que la métaphysique classique, c'était l'homme a des attributs exclusifs comme la pensée, le langage, la raison, etc. Et ça, alors, ce que vous appelez métaphysique ici, c'est le lieu commun sur la différence entre l'homme et l'animal. Absolument, mais ça c'est une position classique. Il faut bien le dire, mais il faut bien dire que dans l'esprit des gens, c'est ça qui distingue l'homme de l'animal. Ce que vous appelez position métaphysique, c'est au fond le fait que l'homme est intelligent, que l'homme rit, que l'homme se représente des fins, des buts, etc. Et que tout cela distingue radicalement l'homme de l'animal. Bon. Voilà, alors ça c'est une position qui a été... classiquement, alors je dis métaphysique en un sens très particulier, mais c'est le fait d'attribuer à l'homme des entités comme ça, des entités majuscules, absolues, comme la raison, la pensée, etc. Mais je dis qu'aujourd'hui, il y a une forme de métaphysique à l'envers qui nous fait dire qu'il n'y a plus de propre de l'homme quand, par exemple, on dit « Regardez, il y a une culture où les animaux ont la culture, les animaux ont le langage, et on recrédite à ce moment-là, mais à l'envers, l'animal de qualités absolues. Au lieu de s'interroger sur... le spécifiquement animal. Oui, le spécifiquement animal. Qu'est-ce que c'est que ce rire dont vous parlez chez les chimpanzés? C'est quoi les communications animales? C'est quoi les cultures chez les chimpanzés, etc. Et de comparer finement des comportements. Et quand on compare des comportements plutôt que quand on attribue comme ça des grandes substances, des grandes entités abstraites, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un comportement spécifiquement humain, ou il y a un ensemble de comportements spécifiquement humains, mais qui sont relancés par l'éthologie, par le fait d'apercevoir chez l'animal des précurseurs incroyables, en un sens. Mais ces précurseurs, quand on les aperçoit chez les animaux, quand on s'aperçoit qu'il y a des cultures, des protocultures chez les chimpanzés, c'est fantastique, parce qu'on se dit, c'est quoi une culture humaine dans ce cas-là? C'est quoi la vraie différence? Donc c'est pas une façon de resserrer, de se dire, il reste plus grand-chose d'humain, c'est plutôt une façon de relancer la question de manière beaucoup plus fine, je trouve. C'est-à-dire qu'à la différence nature-culture, vous substituez une différence culture animale, culture humaine? Oui, par exemple. Parce que ça n'est pas, là, pour le coup, déposé sur l'animalité un vocabulaire, un lexique qui ne lui est pas adapté ou qui ne... Non, parce que quand on parle de culture animale, ça a une trentaine d'années maintenant, ou une quarantaine d'années, ça consiste à dire il y a des savoir-faire qui sont institués à l'intérieur d'un groupe d'animaux. Donc on découvre que, l'exemple le plus fameux, c'est les macaques du Nil au Japon, à Koshima, dont on sait qu'ils lavent leurs patates douces dans l'eau de mer. C'est un usage qui s'est diffusé à l'intérieur du groupe et ça n'appartient qu'à ce groupe. Donc on parle de protoculture animale au sens où il y a un savoir-faire local. Les macaques d'un lieu lavent leurs pommes de terre d'une certaine façon. Voilà.
Simplement, la question, c'est est-ce qu'on en conclut que les animaux en général ont la culture? Donc là, on est en pleine métaphysique à l'envers. On dit ça y est, ils ont la culture, et voilà, comme nous, ils sont comme nous, etc. Ou est-ce que finalement, on se dit bon, bah, c'est intéressant, puisqu'ils ont une forme de culture. Et du coup, c'est quoi la culture proprement humaine? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'il y ait des usages locaux, ou est-ce que c'est pas un peu plus? Est-ce qu'un tel tableau, alors vraiment magnifique, c'est Intérieur vert de Gilles Ayot, ça date de 1964. Est-ce que la culture animale, est-ce qu'on a un renseignement sur ce qu'on peut appeler une culture animale avec une telle image? On a le sentiment d'un phoque qui rêve dans un univers clos. Oui, il est beau, Il est beau, phoque, hein. oui, il est beau, il est presque. Mais est-ce qu'il est beau poignant parce comme, qu'il est humain? Est-ce qu'il est beau ou est-ce qu'il est beau parce que est-ce que ce regard est un regard dont l'humanité nous touche à la façon dont l'œil d'un chien peut nous toucher? Ou est-ce que ce regard nous touche tout en préservant une singularité radicale? Parce qu'au fond, c'est ça la question qu'on posait tout à l'heure. Est-ce que le regard d'un animal nous touche parce qu'il nous rappelle le nôtre, ou est-ce que le regard d'un animal nous touche en lui-même? Mais de toute façon, il nous touche. C'est-à-dire qu'en effet, un animal qui regarde et qui nous regarde, c'est toujours assez poignant, je trouve, parce qu'il y a une présence, une très belle présence, je trouve. Il y a une espèce de proximité incroyable. En même temps, il y a une vraie distance, un vrai éloignement, il y a un mystère, que je trouve très beau dans ce regard. C'est-à-dire qu'il y a un lointain dans cette proximité. Et ça, je trouve ça... c'est une invitation au silence pour moi. C'est-à-dire qu'on a juste envie de se taire et de regarder. Donc, si par silence, on entend non pas l'absence de bruit, mais l'absence de parole. Alors il y a ça aussi, il y a cette idée que on a le sentiment qu'il va nous dire quelque chose, et puis bien évidemment cette parole ne vient jamais. Donc là encore, on est dans cette tension entre une espèce de proximité. Il est là, il est tout près, puis en fait non, il se tient dans le silence. Donc c'est intéressant cette tension entre proximité et distance, entre une espèce de présence et puis un mystère. Mais voyez justement, moi j'ai l'impression qu'il sourit. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est un sourire, la légère inflexion là. Me donne le sentiment d'un sourire. C'est pur anthropomorphisme de ma part, naturellement. Et pourquoi je vois ça? Non seulement parce que la bouche est fendue de cette manière, mais en même temps aussi parce que, au fond, je n'évalue la beauté d'un spectacle en un sens qu'à l'aune de ce que je sais de l'humanité. J'imagine, au fond, un humain lui-même pris dans un univers clos et qui, dans cet univers, sourirait tristement à la façon d'un prisonnier qui conserverait un sourire navré. Alors ça c'est vrai. Alors, on se polarisait sur le phoque, mais si on prend un peu de distance, on aperçoit quand même un tableau avec le haut et le bas. C'est-à-dire qu'il y a dans le bas, en effet, une espèce d'invitation à l'empathie. C'est-à-dire qu'en effet, on est en lui, on le crédite d'une présence, il y a une forme de subjectivité. Enfin, il est là, il est tout près de nous, et c'est très beau, cette projection empathique. Et puis en haut, c'est plus la même histoire. C'est-à-dire qu'en haut, c'est quand même une porte qui ressemble à une espèce de porte de prison. On sait que Gilles Ayot, puisque c'est le peintre qui a... Il peint des animaux en captivité. Constamment en captivité, alors, enfin en tout cas dans sa première période. Et constamment, en effet, alors là on a une espèce de contrepoint quand même qui est fort et qui est assez troublant entre cette douceur qui appelle une forme d'empathie. La douceur de l'animal, la douceur du regard, la douceur du sourire. C'est très beau, je trouve. Et puis là-haut, c'est le zoo, quoi. Là-haut, c'est l'objectivation, c'est le fait d'en faire notre chose, et c'est un tout autre rapport à l'animal, très distant, là, pour le coup. En bas, on est dans la proximité, on y est, on a envie de vivre en lui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de savoir face à cet animal. J'y suis, je vis en lui empathiquement et presque charnellement. Sauf qu'en haut, c'est tout autre chose. En haut, c'est quasiment l'animal-machine de Descartes. Vous voyez, en haut, c'est le zoo, c'est l'objectivation. Donc la connaissance qu'on peut avoir des comportements animaux, c'est pas la science qui nous la livre, dans la mesure où, Merleau-Ponty, la science manipule les choses sans les habiter. La connaissance ici, si connaissance il y a, cette phénoménologie du monde animalier, au fond, parce que c'est ce que vous faites dans votre livre, l'animal que je ne suis plus. Cette phénoménologie de l'animal, ce discours du phénomène animal comme tel, ne passe pas par des procédures de connaissance classiques. Moi, je dirais que c'est une scansion, c'est que ça passe par un investissement subjectif et empathique, et ça, c'est immédiat, et c'est ce qui nous relie charnellement. Ils ont fermé la porte sans nous prévenir. Et ben voilà, on est comme au zoo. Oui, ça va aller. On peut sortir. Allez. Et donc il y a un premier mouvement qui est charnel, si je puis dire, dans notre rapport à l'animal, c'est-à-dire qu'on vit l'animal comme notre corps. Et puis en même temps, on le sait aussi d'une certaine manière, parce qu'on le pense, parce qu'on le connaît, parce qu'il y a une science. Et je pense qu'on est constamment entre les deux. Et on est entre une vraie proximité et une vraie distance. Et je pense que l'animal s'accommode mal d'une certaine manière, parce que
On est invité à l'empathie, on est invité à cette vie proprement subjective, et en même temps, il y a une science qui nous apprend plein de choses, qui est intéressante aussi, et je pense on marche un peu sur deux jambes avec l'animal. Et ici en particulier, cette image est stupéfiante. C'est vous qui nous l'avez recommandé. C'est une... Alors, pour le contexte, hein, c'est des recherches sur la cognition des chimpanzés. On est à l'Institut de recherche sur les primates de l'Université de Kyoto, au Japon. Voici le chimpanzé Ai et son fils Ayumu, soumis à des tests de mémorisation de numéros cachés. Non seulement ils savent compter, mais en plus ils le font de façon stupéfiante. Regardez. Donc ils comptent. Ils les effacent dans l'ordre, les numéros. Dans l'ordre. Très important. Donc il va de 1 à 15. De 1 à 15. Hop, et ça va très vite. Et ça va à une vitesse Je pense extravagante. que ni vous ni moi ne ferions ça aussi vite. C'est certain. J'en En tout suis cas, même pas sûr. moi. Voilà. Voilà. Mais là où ça se complique et ça devient fascinant, donc là déjà c'est quand même étonnant, il compte. Voilà Oui, un ça animal va. qui compte. Mais alors là, c'est là. Hop, c'est masqué. Et il va dans l'ordre. Et il va dans l'ordre. C'est-à-dire qu'il a mémorisé en une fraction de seconde l'ordre et il ne se trompe pas. S'il se trompe, ça s'arrête en fait. Donc là, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé. Mais Et le temps d'exposition est de plus en plus réduit. Ça devient une fraction de seconde et à la fin un quart de seconde. À la fin, c'est 210 millisecondes. C'est rien du tout. Mais comment, enfin, d'abord, qu'est-ce que ça nous apprend? Et que signifie l'émerveillement du spectateur que je suis ou que vous êtes devant un tel phénomène? Qu'est-ce qui nous émerveille là-dedans? Est-ce que c'est le fait que le chimpanzé, qu'indûment nous tenons pour notre inférieur, a des qualités incomparablement supérieures aux nôtres, de célérité, d'aptitude, d'attention, de vigilance? Ou qu'est-ce qui nous fascine là-dedans? Parce que c'est fascinant. Là, en effet, il est nettement plus performant. Il est plus fort que nous, il est plus performant n'importe que lequel nous. d'entre nous. Donc c'est impressionnant, c'est bien. C'est une Qu'est-ce qu'on invitation- regarde, une là? certaine Qu'est-ce qu'on- invitation à la modestie. Donc Ça, c'est je trouve sûr. ça assez. J'aime bien cette vidéo, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est que qu'est-ce qui se passe? Alors, on pourrait dire, là, ils comptent, ils font de la mathématique. En fait, pas du tout, ils mémorisent. Alors, ils mémorisent d'une manière incroyable, dont aucun d'entre nous ne serait capable, avec une vitesse incroyable. En une fraction de seconde, il a mémorisé l'ensemble de la série. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est pas, on ne peut pas dire vraiment qu'il compte, on peut simplement dire qu'il a mémorisé qu'après 1, après 2, après 1, il y a 2, après 2, il y a 3, etc. Et donc, il connaît une série de nombres. D'accord. Il la mémorise très vite. Et la question, c'est à Donc quoi pour ça lui, lui ce sert? sont des entités séparées qui viennent les unes après les autres. au fond. Absolument, D'accord. absolument. Il a parfaitement mémorisé ça et il le restitue de manière incroyable. Donc l'anthropocentrisme serait de dire les singes savent compter. Voilà, et ça, ce serait journalistique et ce serait pas très intéressant. D'accord. Moi, j'ai posé la question à Matsusawa, le primatologue qui a initié ce genre Oui. d'expérience. Je lui ai dit, mais alors finalement, c'est quoi à quoi sert ce type de comportement? Quel est le sens précis de ce type de comportement? Avant de dire, ils ont la mathématique, est-ce qu'on peut interroger le sens précis de ce comportement? Il m'a dit, en fait, c'est un comportement de singe qui, dans un arbre, face à un ensemble de chimpanzés qui sont là, doit tout de suite, en une fraction de seconde, identifier les ennemis et les alliés. En une fraction de seconde, il doit savoir sur qui il peut compter et sur qui il ne peut pas compter. Donc il y a une reconnaissance visuelle qui est quasi instantanée, qui doit se faire très, 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 très vite. Si bien qu'en fait, ce singe est bien moins mathématicien que politique, c'est-à-dire qu'il y a une tâche politique cruciale pour lui qui se joue, et il est là dans une performance étonnante, ça c'est sûr. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est qu'il faut interpréter, il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Vous voyez, dans une situation naturelle, on n'est pas du tout dans une Est-ce situation que ça veut mathématique. dire dans ces conditions que, et peut-être qu'on tient une forme de spécificité humaine ici, qu'au fond, l'animal, donc, il est politique. Il y a des chiffres, et ça n'est pas une numération, un exercice de numération. Il ne compte pas, mais il a identifié une série, et il va très très vite. Et cette célérité, cette vigilance lui viennent du fait qu'en situation de danger, il a besoin de savoir sur qui il peut compter. Bon. Est-ce que dans ces conditions, le spécifiquement humain ne serait pas la capacité à regarder le monde séparément du besoin qu'on en a? Ce qui n'est pas le cas de notre chimpanzé ici, qui est bluffant, mais qui doit sa célérité à des raisons de survie, Il y a une urgence pratique. à une urgence pratique. Or, il nous apparaît que, en tant qu'humains, nous avons cette liberté infernale de regarder aussi le monde séparément du besoin qu'on en a. D'ailleurs, si on ne faisait pas ça, il n'y aurait pas de philosophie. On ne serait pas en train de discuter, là. On ne serait pas en train de discuter, oui. cet Même si on appartement. trouve, vous et moi, notre intérêt dans la discussion qu'on a. Mais on pourrait, je veux dire, est-ce que le spécifiquement humain n'est pas dans le fait de regarder le monde séparément de l'intérêt qu'on lui trouve?
Oui, c'est une approche possible, moi je trouve intéressante, du phénomène humain et du propre de l'homme, si on tient à cette notion. Consiste à dire, nous avons cette capacité de désigner le monde, d'en parler comme d'une chose qui est en face de nous et qui nous est commune, en quelque sorte, et sur un mode qui n'est pas spécifiquement pratique. C'est-à-dire qu'on aperçoit dans une vie humaine un ensemble de dispositifs assez convergents d'ailleurs, le langage entre tous, bien sûr, mais aussi l'art, mais aussi la science, mais aussi la pédagogie, mais aussi ce geste de désignation qu'on surprend chez l'enfant très tôt et qui consiste à montrer le monde pour lui-même, sans volonté pragmatique de... Oui, à s'émerveiller des choses dans leur apparition, dans leur présence, et non dans leur utilité. Un enfant ne sait pas à quoi sert un robinet, mais il s'en étonne. Il s'en étonne, il le nomme, il a un appétit lexical incroyable, il nomme pour nommer, c'est-à-dire pour partager cette chose qui est en face de lui. Et manifestement, il y a une jubilation à nommer et à désigner qui est étonnante, et pour le coup qui distingue assez radicalement l'enfant humain du singe qui apprend certains signes. Certains gorilles ou certains chimpanzés peuvent désigner, mais d'une manière générale, c'est de manière assez pratique, pragmatique, pour qu'on leur donne la chose. Il y a une soif de désignation, de nomination chez l'enfant qui est assez étonnante. C'est-à-dire qu'il montre les choses pour les partager avec autrui en disant « Regarde cette chose, regarde avec moi ». Puis une fois que vous avez dit « Ah bah oui, c'est un livre », il est content, on a partagé la chose, elle est là. Comme un monde en effet distinct, le monde de tous qui est en face de nous. Et ça, il me semble qu'en effet, c'est assez spécifiquement humain, assez étonnant. Alors il n'y a rien de métaphysique dans cette histoire, il y a juste un ensemble de dispositifs, de comportements qui se sont institutionnalisés, le langage bien sûr, mais aussi la science, mais aussi la pédagogie, etc. Enfin, voilà, ce sont des pratiques humaines qui ont institué un certain mode de vie. Étienne, voilà un certain mode de vie, si j'ose dire. Voilà une ville, et quelle ville, c'est Times Square, donc c'est vraiment, quelle ville, c'est New York. C'est, vu d'en haut, une fourmilière. Vu d'en haut, on peut trouver à ce spectacle, en particulier quand il passe en accéléré, ce qui est intéressant, c'est-à-dire le passer en accéléré n'est pas une façon de moins le voir, c'est une façon de le voir dans son ensemble et de remettre peut-être les gestes auxquels nous accordons tant d'importance dans le quotidien de la vie à leur place, c'est-à-dire à leur place d'épiphénomènes d'une communauté à la fois immobile et mouvante, dont le scintillement vient du fait que des individus la composent et se rendent avec une certaine routine, mais pas toujours au même endroit, selon les mêmes rythmes, et qu'au fond, les rues se ressemblent, et les attitudes et les comportements se ressemblent. Bref, la fourmi humaine. Et de l'autre côté, nous avons la fourmi tout court, avec une autre Times Square, qui est un caillou, et une communauté de fourmis. Alors, est-ce qu'on gagne en intelligibilité? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Est-ce qu'on comprend quelque chose de plus quand on regarde la ville humaine comme une fourmilière, c'est-à-dire quand on compare les deux, ou est-ce qu'on manque ce qui serait une spécificité de l'humain, qui serait le fait qu'à la différence des individus qui composent cet ensemble, chacun ici peut avoir le sentiment de l'importance de ce qu'il fait ou d'aller quelque part avec une intention, et une intention qui n'est pas soluble dans l'ensemble auquel il appartient. Certains ont eu l'impression de gagner dans ce point de vue en surplomb. Synoptique, panoramique. Oui, on voit les choses de loin, puis on aperçoit une fourmilière humaine et on se dit, New York, c'est une fourmilière et tout ça est réglé de manière ultra fonctionnelle et finalement, l'homme et la fourmi, c'est pas si différent. Et je trouve ce point de vue, alors il peut être intéressant, il peut produire une forme de sociologie ultra fonctionnaliste, disons, mais ce qui est intéressant, c'est que on voit bien tout ce qu'on rate dans ce surplomb. On voit bien que dès qu'on se met à la place de ces gens-là, on s'aperçoit que c'est tout à fait autre chose. Ils peuvent avoir le sentiment, parfois, de vivre dans une fourmilière. C'est un provincial qui arrive à Paris, puis ça court dans tous les sens. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette fourmilière? Un Français qui arrive à New York... C'est l'étrangeté du provincial à Paris ou de l'anglais à New York lui donne le sentiment d'être... Comme il n'appartient pas à ce dont il est le spectateur, comme il est là en touriste, en définitive, il a accès à ce point de vue davantage que le New-Yorkais qui, pris dans son activité, dans son hyperactivité. Donc ça peut arriver, ce sentiment de la fourmi. Ce que je veux dire, c'est que c'est assez fugitif et que dès qu'on vit sa vie humaine au singulier, comme sujet humain, on s'aperçoit que c'est chacun pour soi d'une certaine manière. Certains vont au travail, d'autres restent au lit, certains prennent des taxis, d'autres prennent le métro. Chacun vit sa vie. Et ce sentiment d'une fourmilière humaine, d'un fonctionnement global comme ça, très, très conformiste, perd beaucoup finalement de sa crédibilité. C'est-à-dire cette comparaison avec la fourmilière, au fond, perd beaucoup de sa crédibilité. Quelle est la limite à cette comparaison? Quelle est la limite? Parce que c'est vrai que quand on regarde les deux images successivement, c'est quand même étonnant. Quelle est la limite à cette comparaison? On voit bien que c'est pas la même chose. La limite, je dirais que c'est... Mais qu'est-ce qui nous fait dire qu'au fond, c'est pas la même chose, indépendamment de la morphologie des individus qu'on filme?
Non, si on en reste au point de vue du spectateur étranger, ou au point de vue éloigné, au regard éloigné, il n'y aura pas grande différence. Et justement, pour moi, la limite de ce regard, c'est précisément qu'un autre point de vue, le point de vue subjectif, le fait d'être celui qui vit sa vie, changera tout. On s'apercevra qu'une vie humaine, c'est pas vivre comme une fourmi sur un mode assez automatique, au fond, assez machinal, et que une vie humaine s'organise tout à fait autrement lorsqu'on interroge subjectivement, comme chacun vivant sa vie. En particulier, on en parlait à l'instant parce qu'un vivant parlant, un vivant qui parle, désautomatise d'une certaine manière sa vie parce qu'il la met à distance. Il propose des choses au regard des autres en disant « Regardez, nous parlons de cette chose et cette chose, elle recule et le monde recule dans une forme de profondeur qui tranche avec l'automatisme, en particulier d'une fourmilière. » Bon. Donc l'essentiel, je pense, c'est... Fourmilière bavaroise, tiens d'ailleurs, je le découvre à l'instant. D'accord. Pourquoi pas. Mais ça ne change rien. Justement. Non, ça ne change rien au fait. Ça change rien. Ça change rien au fait qu'il est essentiel, quand on parle d'animal, de varier les points de vue. Et que le point de vue extérieur de la science doit savoir composer toujours avec un point de vue phénoménologique de l'expérience vécue. Et qu'il faut adopter cette dialectique et toujours faire dialoguer l'un avec l'autre parce qu'on s'aperçoit en effet qu'en première personne, tout change, en particulier dans le rapport de l'homme à l'animal. Mais est-ce qu'on ne peut pas inverser la proposition qui est la vôtre? Parce que, bon, très bien. Vous dites que quand on prend un peu de recul, au fond, on rate ce qui se passe véritablement. On s'éloigne trop, on rate ce qui se passe véritablement, on prend trop de hauteur finalement. Nous ne sommes plus de plein pied, nous ne sommes pas dans l'émotion singulière qu'éprouve chaque individu dans son trajet de vie. Bon, très bien. Donc prendre du recul, c'est manquer quelque chose. Mais on peut aussi considérer que l'illusion, elle est du côté du sentiment de faire des choses très importantes alors que ces choses sont routinières. Et que cette routine, en définitive, nous échappe ou finit par nous apparaître quand, à la fin de la vie, on prend une position de recul par rapport à sa vie elle-même et qu'on s'aperçoit qu'on l'a passée dans la routine, par exemple. L'illusion peut être aussi d'avoir un libre arbitre et d'ignorer les causes réelles qui nous font agir et désirer ce que nous faisons, ou qui nous contraignent à agir à notre insu. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas un gain d'intelligibilité, de compréhension dans le recul que l'on peut prendre par rapport à un phénomène qui nous échappe quand on a le nez dans le guidon? Alors qu'ici, à l'inverse, vu de l'extérieur, bon, on a une fourmilière, mais ce grouillement informe de fourmis nous fait manquer l'extraordinaire puissance, la force invraisemblable de chaque individu qui le compose et qui en lui-même peut être fascinant. Non, mais le point de vue extérieur nous apprend un certain nombre de choses. Moi, ce point de vue radicalement extérieur me fait penser, par exemple, à ces gens qui nous disent « Regardez, l'homme partage 99% ou 98% 90,6% de ses gènes avec les chimpanzés, donc finalement, c'est quasiment la même chose. Oui, sauf que quand on regarde de près, on s'aperçoit que l'expression de ces gènes... Ce qui compte, c'est le 2% de dissemblables. Mais oui, mais c'est surtout l'expression des gènes, l'expression justement individuelle des gènes et à l'échelle de comportement. Et à ce moment-là, quand on examine les choses de plus près, quand on quitte ce regard de loin, on s'aperçoit que tout change dans le rapport, de la façon dont l'homme organise des institutions, des cultures, etc. Donc il me semble intéressant de faire dialoguer ces deux points de vue. Et quand vous parliez d'illusion, quand vous disiez « mais est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que... » on fait sa vie, etc. Mais oui, peut-être. Accorder tellement d'importance aux petits gestes qu'on fait, alors que des millions de gens dans la même ville font les mêmes en accordant autant d'importance aux petits gestes. D'accord, mais ce qui est intéressant dans une vie humaine, c'est que ces illusions, en effet, sont sans doute illusoires, mais sont là tout le temps. Les gens continuent à vivre leur vie d'homme en croyant qu'il y a la vérité, en croyant qu'il y a une justice, en croyant qu'il y a une liberté, en croyant qu'il vaut mieux ne pas tuer que tuer, etc. Et toutes ces croyances, qui ne sont que des croyances, en effet, qui sont sans doute souvent des illusions, constituent une vie d'homme. Et ça, il n'y a qu'une phénoménologie en première personne, si vous voulez, qui peut restituer ça. De loin, ça c'est-à-dire un rapport... immanent, immédiat, proche au phénomène qu'on observe. Voilà, comment vivent les hommes en première personne, quelle est leur vie, de quoi se compose-t-elle? Et cette interrogation-là, elle me semble nécessaire, hein, de quitter le regard de surplomb pour interroger un vécu proprement vivant. Justement, Étienne, pardon, on arrive à la fin de l'émission, ce qui est quand même invraisemblable. Juste un mot sur ce titre magnifique, parce que je crois qu'on n'est pas loin du sujet. L'animal que je ne suis plus. Est-ce que c'est le titre d'un nostalgie? Est-ce que c'est la parole d'un homme nostalgique de l'animalité qu'il regrette et vers laquelle il serait illusoire de retourner? Ou est-ce que c'est une façon de dépouiller, asseyez-vous, hein, est-ce que c'est une façon de dépouiller à nouveau l'animalité de toute tendance à l'humanisation de l'animal? Pourquoi ce titre?
C'est une façon de dire deux choses en une. C'est une façon de dire nous savons depuis Darwin que nous venons de l'animal ou que nous sommes des animaux. Mais n'oublions pas ce que nous apprennent les sciences humaines, ce que nous apprend ce point de vue phénoménologique en première personne, c'est qu'une vie humaine, c'est aussi une vie qui ne cesse de s'instituer en son humanité et d'une certaine manière de se désanimaliser en permanence. Et donc nous sommes des animaux et nous ne sommes plus des animaux d'une certaine manière. Et là, la grande complexité, et ce qui m'étonne et ce qui moi me fascine philosophiquement, ce que j'essaye d'éclairer, c'est précisément ces deux aspects du rapport à l'animal. Bien sûr, nous sommes des animaux. Hein, Allez-y, ce sera le mot de la fin. Et bien évidemment, en même temps, nous ne cessons de nous instituer humains. Et il faut arriver à tenir ces deux postulations. L'humanité n'est pas acquise. Jamais. Jamais. Et je pense que plutôt de parler d'être humain, il faudrait parler de devenir humain. Vous voyez, d'une certaine manière. D'accord. Ça, c'est le mot de la fin. Merci, Michael.